Shana Haba B'Yerushalayim. L'an prochain à Jérusalem. C'est avec cette phrase que les Juifs, durant 2000 ans, depuis que Titus envoie le peuple juif de sa terre, l'envoie dans les 4 coins du monde pour être le plus souvent, et malgré les âges d'or ici et là, assassiné, volé, spolié, humilié. Pendant 2000 ans, le peuple juif n'aura pas arrêté de penser à un endroit, à rêver de revenir dans un endroit. Parfois, c'est un rêve qui se finit sur le toit d'une maison en attendant Mashiach qui pourrait passer. D'autres fois, c'est parce qu'une chanson, le soir de Pessah, va nous rappeler qu'à une époque, nous n'étions pas un peuple errant, mais nous étions un peu plus fiers, capables de se défendre, capables de lutter quand quelqu'un nous traitait de sale juif sans comprendre qui on était, sans comprendre nos valeurs. Et puis après 2000 ans d'exil, une étincelle, soudain, un homme, sans rapport évident avec le judaïsme, Théodore Herzl, fait un rêve, il écrit dans son livre, l'État juif, et si on revenait en Israël? Si après 2000 ans, après avoir été renvoyés, avoir été maudits, si nous étions capables de revenir sur notre terre, cet homme passe pour un fou. Dans le monde entier, on rigole. Il ne renonce pas, il va voir des chefs d'État, des empereurs, et il répète. Et si on pouvait revenir sur notre terre, qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de si terrible? Quel est l'obstacle entre nous et notre terre? Rappelle au peuple juif qui ne sont non pas des petites communautés, mais un seul peuple, un peuple unique, avec les mêmes règles. L'épisode de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, alors que des premières petites colonies habitent déjà en Israël de juifs, alors que l'on sait que la présence juive n'a jamais cessé d'exister en Eretz Israël, parfois quelques centaines de personnes, parfois quelques milliers, mais tout au long de l'histoire, les gens qui ont tenu à rester sur place pour témoigner. Nous vivions là, c'était notre terre, un jour nous y reviendrons. Cet homme-là, Théodore Herzl, a lancé ce rêve, et le rêve plane au-dessus des communautés juives, et le rêve commence à rentrer dans les esprits. La Shoah va briser ce rêve, et on va avoir l'impression que non seulement le rêve du retour en Israël est fini, mais le rêve du peuple juif même, existant sur la terre, va finir. Et pourtant, 2 ans après simplement la fin de la Seconde Guerre mondiale et le réveil de ce cauchemar horrible qui jusqu'à aujourd'hui est dans nos os, l'ONU vote la création de 2 États sur la terre d'Israël. L'année d'après, David Ben Gurion, Premier ministre d'Israël, proclame la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Ce jour-là, le même jour, les pays arabes autour refusent ce partage, refusent cette existence et commencent une guerre. En 1948, une guerre commence. Elle va se passer en 3 étapes, avec 2 cessez-le-feu. Et à la fin, quand la fumée se dissipe, il y a un État juif qui existe, il y a une énorme ambition d'être revenu, d'être là sur notre terre, d'être libre, mais à côté de ça, un rêve un peu cassé, un rêve un peu brisé. Pourquoi? La Légion jordanienne, très bien entraînée par un Anglais, Gluck Pacha, la Légion jordanienne va arriver, va reprendre la moitié de Jérusalem, va repousser les Juifs de tout ce qui était la terre, la Judée-Samarie, la terre des prophètes, la terre d'Abraham, d'Israël et de Jacob, qui va de Shrem, où était enterré Yosef, jusqu'à Hebron, où sont enterrés Abraham, Israël, Jacob, Adam, Chava. Tous ces territoires-là sont pris par la Jordanie. Et je dis bien pris parce que dans aucun traité il ne lui appartenait. En 1951, la Jordanie déclare que ces territoires sont à elle. Et jusqu'en 1967,
Jérusalem, il va y avoir un mur au milieu de Jérusalem. Si vous êtes allé aujourd'hui, vous arrivez facilement au mur, au côté. On peut se promener librement. Il y avait un mur au milieu, d'un côté Israël, de l'autre côté la Jordanie. On ne peut pas aller au mur. On ne peut pas aller à Hebron, voir la ville des patriarches, aller se recueillir près d'Abraham, d'Israël et de Jacob. On ne peut pas monter à Shrem sur le caveau de Joseph. Et cette situation fait mal au peuple juif. Mais d'un autre côté, que dire? C'est un miracle. C'est un miracle. De nouveau, nous sommes sur notre terre. Et puis soudain, une catastrophe. Les pays arabes, avec l'Égypte à leur tête, arrivent et déclarent la chose suivante. Ils en faire une deuxième Shoah. Nous sommes le mois d'avant le mois de juin 67. On commence, si vous lisez, rentrez, je vous invite vraiment à rentrer dans Internet, allez voir ce qui se passe à partir du début de l'année 67, progressivement dans les pays arabes, des caricatures antisémites, des enfants qu'on égorge en photo face à la mer, en disant on va jeter les juifs à la mer, verser leur sang dans l'eau, faire une deuxième Shoah. Des semaines et des semaines on ravage ça aux Israéliens. Les Israéliens savent que si les pays arabes unis attaquent, ils ont, dans le meilleur des cas, 2 fois plus d'hommes, 3 fois plus d'avions, 3 fois plus de chars. Le monde entier prévoit la fin du peuple juif en Israël, la fin du rêve israélien. Ça rentre même dans la tête de certains dirigeants qui commencent à paniquer. Et les menaces montent encore. Les Arabes renvoient les journalistes étrangers en disant « Partez, il va y avoir ici un massacre ». On commence la pression sur Israël. Et à ce moment-là, bizarrement, quelques temps avant que la guerre, cette terrible guerre éclate, une femme, Naomi Shemer, elle est poétesse, elle écrit des chansons, elle écrit cette chanson extraordinaire, elle va la chanter. Il y a quelques jours de la guerre des 6 jours, elle va dire la chose suivante. Pourquoi ne sommes-nous pas près de Jérusalem dans son cœur? Pourquoi ne sommes-nous pas près du Kotel? Pourquoi avons-nous laissé toute la terre de nos aïeux à des étrangers? Écoutez, la cette chanson, le peuple d'Israël, alors qu'il a peur, il se demande ce qui va se passer, il sent que la guerre va bientôt exploser, et d'un coup, une lueur d'espoir. Nous allons revenir là où nous étions, et nous allons réanimer le rêve. Cette chanson absolument fantastique, absolument incroyable, il a chanté encore aujourd'hui en Israël, au milieu de débats, au milieu de problèmes, tout le monde s'arrête. Tout le monde écoute. Incroyable. Une véritable prophétie de ce qui va se passer quelques jours après. Une véritable prophétie d'une force absolument incroyable. Cette fille de Naomi Shemer va devenir un symbole énorme en Israël. Toutes les chansons qu'elle écrira désormais vont être des tubes énormes. La prophétesse a pris son piano, son violon, sa voix, elle écrit une chanson qui va expliquer ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez tous. L'armée d'Israël va prendre l'initiative, va marquer le plus grand succès d'une armée israélienne depuis les attaques du roi David 2000 ans avant. Le peuple d'Israël est là de nouveau, il se bat, et on ne peut plus traiter dans le monde entier un juif de chaque juif sans crainte des représailles. Comme j'ai raconté au baptême des grands après l'opération Muni. Celui qui veut tuer un juif désormais, après la guerre de Kippour, devra savoir qu'on va le trouver et il payera le prix. C'est la première fois que ça arrive depuis 2000 ans où le sang des Juifs était versé gratuitement. Ce soir, nous allons vous présenter une soirée absolument extraordinaire sur ce thème. Merci de votre écoute. This call for jihad, holy war against the Zionists. While Egyptian television sends a clear message to Israel. The Arab nation has decided that the land of Palestine will be purified from your presence. Therefore, pack your belongings and escape now before death finds you. Egypt demands a UN withdrawal from Sinai and Gaza. The whole country waits for war.
Chief of Staff Yitzhak Rabin supervises the preparation of one of the most daring battle plans ever conceived. On the morning of June 5th, 1967, the Israeli Air Force takes to the skies in a desperate all-or-nothing bid to break the fighting power of Egypt. With split-second timing, Israeli jets arrive simultaneously over 11 Egyptian airstrips, just as the Egyptian pilots below were having their morning coffee. Without reducing speed, in one pass after another, they devastate the aircraft laid out neatly on the tarmacs below them. We prepared the Air Force to win quickly and decisively. Complete air supremacy. The aspiration was not to fight, to win it by dogfight in the air, but to neutralize and destroy the air forces of our enemies by an entirely different perception. And no doubt, the major success was in the first 3 hours of the war. Over the next 3 hours, the young Israeli pilots fly non-stop, destroying hundreds of Egyptian planes on the ground. Establishing control of the sky, they fly over 1,000 sorties. In support of the ground troops barreling across the sands of Sinai, they do untold damage to Egyptian forces. It now remained for the ground forces to finish what the Air Force had begun. And so they did. In 4 days of almost uninterrupted fighting, with fierce tank-to-tank battles raging across the desert, Israeli armor and infantry breaks the back of 7 Egyptian divisions. We developed an advanced gunnery system that brought about tremendous improvement in the accuracy of our gunners. We then really knocked our tanks in 2-kilometer range, which was quite unusual for all the tank forces all over the world. Capturing the whole of the Sinai Peninsula in less than 100 hours, thousands of Egyptian prisoners fall into Israeli hands. The war with Jordan begins when King Hussein orders his artillery to open fire on Jewish West Jerusalem and along the borders. Told by Nasser that Egypt is scoring spectacular successes, Hussein rushes to join the ranks of the victors. It proves to be a fatal mistake. Israel's reply is a swift 3-day campaign that sweeps the Jordanians from the West Bank and pushes the border back to the Jordan River. Not stopping there, Israeli armored columns press north, straight into action to dislodge the Syrians from the Golan Heights. Under pressure to complete the operation before a ceasefire comes into effect, Israeli armor attacks. In a maneuver they had been specially training for in secret, Israeli tanks cut a road straight up the Golan's steepest slope, exactly at the point where the Syrian defenses are weakest. With a great loss of life in hand-to-hand fighting, the infantry overcomes a near impregnable fortress. When it falls, the Syrian army crumbles. Many Syrians fall prisoner, and finally, Israel occupies the Golan Heights. But without doubt, the central and most symbolic battle of the war came on the 3rd day, in Jerusalem. After 30 hours of continuous and bloody fighting,
in which they lost over 1 in 5 of their men, a reserve brigade of Israeli paratroopers managed to break in through the walls of the old city, here at the Lion's Gate. In house-to-house fighting along every inch of its narrow lanes, with Arab Legion snipers covering them from every possible angle, the troops edged their way towards the Temple Mount. At last, the Western Wall, holiest site of Judaism, is back in Jewish hands. Within days of the city being united, the dividing walls are dismantled. Jews and Arabs mingle on the streets, fascinated to meet one another face to face. In a united Jerusalem, the military parade marking Israel's 20th anniversary displays the country's newly won pride, along with all the captured Soviet weapons. The Six-Day War is over. The victory is total, or so it seems. A bomb rips open the Machane Yehuda market in Jerusalem, killing dozens and wounding many more. The car bomb, parked outside a barber shop, was timed to explode on Friday afternoon when the market was full of shoppers. The attack, launched by PLO terrorists based in Lebanon, is a reminder to Israel that it has 1 million Palestinians under occupation. Soon after, a bus is rocketed by terrorists in the north, killing and wounding scores of schoolchildren. The Six-Day War. Where this had been a swift and decisive war, the next, the war of attrition, will prove a long, drawn-out and painful campaign. Trained for mobile and fluid military action, Israel's army reluctantly digs in to a line of defensive bunkers along the Suez Canal. Snipers from observation towers keep the Israelis pinned down in their trenches, unable to raise their heads. Israeli casualties rise to 70 a month. One massive Egyptian bombardment kills 15 soldiers in a single day. Gradually, Israeli counter-strikes silence the Egyptian guns. The tension remains high. When President Nasser dies, to be replaced by Anwar Sadat, the southern border goes into a state of flux. The lands gained during the Six-Day War quickly become popular tourist sites, and later, new settlement areas for the Israeli people. Oil, discovered under the sands of Sinai, plus cheap labor from Gaza and the West Bank, helped create a boom for Israel's expanding economy. Cette soirée, vous avez certainement dû vous demander pourquoi mes parents sont venus ce soir. C'est très simple. Parce que mon papa, mon père, a participé à l'État de séjour. Il a vécu, il est rentré à Jérusalem. Je demande un grand silence, s'il vous plaît, pour Monsieur Benjamin Chiche. Bonsoir les enfants. Je m'appelle Benjamin Chiche, comme vous appelez mon fils. Pour les intimes, c'est Denis. Je suis né à Tunis. À l'âge de 2 ans, je suis monté en Israël. J'ai été à Marseille comme tous les immigrants, les nouveaux migrants qui arrivent. Et jusqu'à l'âge de je dois faire l'armée. Je travaillais dans le bobinage, de moteur, transformateur. Et je me suis on m'a appelé au service militaire. À l'âge de 17 ans et demi, quand je savais en Israël,
c'est là, je rentrais à l'armée. Et à l'armée, j'étais dans l'arme de police militaire. Et entre-temps que j'ai fait le police militaire, j'avais envie de sauter en parachute. Ce qui m'a fait faire 5 sauts en parachute, plus 5 sauts de renouvellement, pour ne pas oublier comment ça se passe le saut. Alors ça, c'était de renouveler les 5 sauts de plus au Milouine, en réserviste, lorsque j'étais en réserviste. Donc 2 de ces sauts, il se passait la nuit. Et le saut de nuit, on ne voit rien du tout, on a juste un revolver qu'il a attaché au pied, avec une corde de 4 mètres de long. Dès qu'on sort de l'avion, on lâche le revolver et on attend qu'il touche le sol. Dès qu'il touche le sol, on va vers le système on ne veut pas se faire mal, au genou, au pied, on fait cette position et on tourne. On se met en position pour que les choses soient moins fortes. Et lorsque j'étais police militaire parachutiste également, j'étais chercheur de déserteurs. C'est quoi chercheur de déserteurs? C'est des soldats qui ne veulent pas faire l'armée. Et un déserteur, après 21 jours, on appelle ça harik. Avant 21 jours, c'est nifkal. Et mon rôle, c'était, on m'a dit civil, d'aller chercher des déserteurs. Je vais sur moi des menottes, des pistolets à bruit, et un vrai pistolet en cas que j'avais besoin de se servir avec. J'ai fini mon service militaire en 66. J'étais également 2 semaines, comme vous avez vu que Nasser il a fait sortir l'ONU de Marsan Erez, qui se trouvait juste après Kibbutz Yarmouk de Khan. Et je me suis libéré comme je l'ai dit en 66, et je suis reparti pour travailler. Et lorsque je suis parti pour travailler, je devais réparer un moteur, comme je vous ai expliqué, de bateau, qu'on devait finir en 1 semaine de temps. Pendant ce temps-là, il fallait que j'en divise le travail en plusieurs 3 fois 8. 3 fois 8. Je rentre à la maison et je repars au travail à 11h du soir. Lorsque je rentre au travail, je reçois un coup de fil, mon père il m'appelle et il me dit Béni, il y a quelqu'un qui te demande. Et à ce moment-là, il y avait tout le bruit de Nasser qu'il a fermé le Beitzari Tiran, c'est en bas de Sharm el-Sheikh, Deila, Sharm el-Sheikh en bas, qu'il les a fermés pour les bateaux israéliens et tous les autres d'autres bateaux. Et là, à ce moment-là, on était déjà presque mobilisés. Et à l'armée, normalement, ils appellent par les sismas. Le sisma, c'est un code. Comme si je vous dis, les 40 sont cuites, la pomme de terre cuite, toutes sortes de sismas. Mais nous, on est venu carrément nous chercher à la maison. Parce que sur chaque secteur, il y avait un qui était gradé. Il venait chercher quelques soldats qui habitaient dans son secteur. Et bon, alors j'ai dit à mon père, papa, comment je vais rentrer? Il me dit, tu prends un taxi. Je lui dis, tu ne peux pas venir me chercher? Il me dit, non, je ne peux pas venir te chercher la nuit. Viens, prends un taxi et tu rentres à la maison. Je rentre à la maison. Mon père me tire les chaussures, malgré qu'on va à la guerre. Hein. Il voulait que je sois un soldat, le mot fête, un pétard, comme ça on dit. Le mot fête, c'est bien. Ma mère et ma soeur repassaient la chemise, chacun prenait son rôle. Il me dit, bon, Béni, va te reposer un peu, parce que demain matin, tu vas être à 6h du matin, mais comme les couses qui nous auront donné, c'est où on doit se rassembler. C'était le Ternion à Haïfa. Si quelqu'un connaît Haïfa, c'est le Ternion qui se trouve à Hadar. Et de là-bas, il y a les bus qui nous emmenaient à un autre machané, un autre camp, pour être prêts pour en cas que la guerre va éclater. Et le premier lieu qu'on était, c'était Machané Israël. Et Machané Israël, ça se trouvait en face de l'Aude
dans l'ancien Sdetouf, l'ancien aéroport d'Israël. Et de là-bas, pour ne pas que les avions, bien les satellites, parce que vous savez, même à l'époque, il y avait des satellites espions, il y avait des avions qui survolaient pour voir s'il y a des ricousses, s'il y a des assemblements de soldats. Et de là-bas, ils nous ont amenés à Beit Shemesh. Si quelqu'un le connaît certainement, peut-être ici, il y a de la famille en Israël. Beit Shemesh se trouve avant d'arriver à Jérusalem. Et dans la forêt de Beit Shemesh. Et de Beit Shemesh, aussi, ils nous ont déplacés. Ils nous ont amenés à Givat Brenner. Givat Brenner, c'est un kibbutz qui se trouve en face de Tel Nof. Et Tel Nof, c'est la base militaire des parachutistes et de l'aviation également. Mais avant tout, on était à Tel Nof. On a pris les parachutes sur nous. Parachute austral, parachute ventral, parce que un parachutiste, il a deux parachutes. Il a l'austral, il est attaché à l'avion, dans un câble. Lorsqu'il sort de l'avion, il s'ouvre automatiquement. Et le ventral, en cas que l'austral ne s'ouvre pas, on appuie sur le bouton, sur le vent, comme dans l'avion là, que vous avez, là, vous savez que vous êtes attaché à la ceinture, et on prend le parachute et on le jette sur le côté, pour qu'il s'ouvre. Et avec les parachutes, on est parti à Givat Brenner, on attendait, on était assis dans l'alignement, comme quand on doit monter dans l'avion en rangée. Et on attendait les ordres, qu'est-ce qu'il faut faire. Soit c'était prévu qu'on devait sauter sur l'Égypte, et en même temps, ils nous ont appris, parce que les Égyptiens et également les Syriens, ils se servaient avec du gaz, ils avaient le gaz moutarde, gaz aveuglant, toutes sortes de gaz, rien que ça tue la personne. Ils nous ont appris avec la piqûre comment la faire pénétrer. Il fallait la tenir à la main et taper là-dessus, même à travers le pantalon, ça fait des effets. On a eu même les masques à gaz, et sur les jeeps, ils dessinaient un macaron bleu ciel. En cas que ça devient foncé, ça veut dire qu'ils se sont servis du gaz. À ce moment-là, ils nous ont donné l'ordre de mettre les masques et faire la piqûre. Bon, la guerre avec l'Égypte a commencé déjà. Et comme ils attendaient l'occasion pour monter sur Jérusalem, ils attendaient le coup de fil. Ils ont entendu un coup de fil, vous savez, il y a les services secrets. Ils ont entendu le coup de fil que Hussein il a donné avec Nasser. Et Nasser lui a dit, rentre avec moi en guerre. Hussein, il a commencé la guerre, il est rentré, il a le premier tir sur Jérusalem. Dès qu'il y avait le premier tir, ça veut dire après quelques tirs, on a le droit de riposter. Il y avait l'ordre du chef plus haut d'état-major, c'était à l'époque même Moshe Dayan, Rabin, toute la haute de l'armée. On a enlevé les parachutes, les bus ils nous attendaient, et direction Jérusalem, à travers des petites routes, on est rentré par Ain Kerem. Et de là-bas, on était parqué à Beit Kerem, d'ailleurs on a reçu même des obus. J'ai des photos, si vous voulez, je peux vous les montrer également. Et bon, je vais vous montrer autre chose après. Et de là-bas, Beit Kerem, on est rentré à pied, comme vous avez vu même sur le film, avec le char, le Zahal, qui a réussi à passer, rentrer dedans, et il y avait le bus qui était brûlé sur le côté. Et il y avait un char qui a essayé de rentrer à Jérusalem par la porte des Lions, mais il n'a pas réussi. Et les soldats devaient passer, il y avait beaucoup de soldats qui ont passé en dessous du char, et même au-dessus du char, pour rentrer à Jérusalem, la vieille ville. Et de là-bas, bon, tous les combats ont commencé autour de Har HaBayit et le côté Maravi. Et de là-bas, on est rentré aussi sur Givat HaTachmoshet, si vous savez où c'est. C'est où il y a le Charman d'Elbon. C'est le passage entre Jérusalem et la Jordanie. Que là-bas, c'était l'ONU qu'elle surveillait ce passage-là. Les Jordanais, ils ont renvoyé l'ONU. Et là-bas, il y avait comme des tunnels, des tranchées.
les tranchées, là-bas, il y avait c'était une guerre de corps à corps pratiquement. Parce que sur chaque arme, vous savez bien si vous avez vu, il y a une chabaria, un couteau, qu'on peut mettre sur le revolver. Bon, moi, j'ai pas fait ça, mais j'étais, lorsqu'on est rentré par la porte des Lions, et de là-bas, comme vous avez vu, on est arrivé jusqu'à la porte des Lions. Il y avait une grande guerre aussi sur le musée Rockefeller, à travers les rues aussi de Jérusalem, jusqu'à qu'on est arrivé à la porte la porte des Mougrabim. C'est la porte, si vous voyez bien le côté de la Maravi, au-dessus de là où aujourd'hui, où il y a la khelka des femmes, il y a une porte verte qui se trouve là-haut. Mais la largeur du mur de côté de la Maravi à l'époque, si je vous dis, c'était cette largeur-là. Peut-être. Il avait à peine 3-4 mètres de largeur. Et là, il y avait le mur. Et à côté, il y avait les maisons des Arabes avec toutes leurs saletés, toutes leurs cochonneries, toutes leurs détritus, comme on dit. En hébreu, on dit bon, et de là-bas, comme vous avez vu, il est venu Rabin, ils sont venus toutes les grosses têtes. Notre chef à nous, c'était Motagour. Si vous entendrez parler de lui, il a fait d'ailleurs même des livres pour les enfants. Il y avait Moshe Dayan, il y avait même le Rav Goren, que c'est lui qui a sonné le chauffard sur le côté de la Maravi. Et après, il y avait même eu des guerres sur, si vous avez vu, le Harazetim. Et d'ailleurs, le Harazetim, les Jordaniens, avant la guerre de ces jours même, ils prenaient c'était toutes des tombes des Juifs là-bas, sur Harazetim. Si vous voyez la route là qu'elle monte jusqu'à l'hôtel intercontinental, tout ça, c'était des tombes. Et le Harazetim, toutes ces pierres-là tombales, les Égyptiens, ils les ont pris pour construire avec des maisons et ils ont tout saccagé, tout, vraiment saccagé. Bon, on a fini la guerre sur Jérusalem, et le vendredi, on est monté sur la Syrie, on est monté sur le Golan, et de là-bas, on a fini notre mission. Ils ont trouvé même des soldats syriens qui étaient attachés aux pieds dans leur bunker, parce que c'était des soldats qui se sauvaient. Ils ont eu peur qu'ils vont se sauver, ils ne vont pas faire la guerre comme il fallait. Alors c'est pour ça qu'on les a trouvés même dans les bunkers, que lorsqu'ils ont tiré avec des napalm, des bombes et tout, ils étaient brûlés dans les bunkers. De là-bas, on a été libérés, on est rentré à notre camp où on était notre base à nous, et on a été libérés. Et 2 mois après, Milouim, réserviste, à Nablus, à Shrem, Nablus et Shrem, Tulkarem, Ramallah, tout. Voilà le sort d'un soldat israélien. Si vous voyez la photo, je suis avec le casque là. Et le mur de lamentation, il est derrière nous. Là, je monte pour mettre le drapeau israélien lorsqu'on était Milouim à Djebel Ibni en Égypte. Voilà tous mes collègues, tous mes copains là qu'on était ensemble à la guerre de 6 jours. Et là, il y a un concours de Marines dans le Nahal Kishon à Haïfa. Tout cela, c'est des parachutistes d'ailleurs. Et là, c'est un Engev. Là, c'est à Djebel Ibni, lorsqu'on a fini le concours de Milouim d'un entraînement. Et voilà le Tizmoretzah. Là, c'est encore un Engev. Et voilà, ça c'est le mosquée romain, le coupole d'or. Oui. Moi je suis en bas avec le FN. Et voilà le Givat Atach Moshet. Et je vous ai dit qu'il y avait la guerre
de corps à corps là. C'est à côté, c'est juste à côté, il y avait Charles-Mandelbaum. Et là, on reçoit des ordres, toute la, comment rentrer, de quel côté, et comment faire. Et voilà, ça c'est le musée Rockefeller. Voilà, en haut c'est Har HaZetim. Et en face c'est Jérusalem, là, notre Jérusalem avant les 4 jours. Voilà Montagour, c'est lui. Et là, on finit de là-bas et on va aller sur le mont Har HaTzofim pour faire la finale de de la guerre. Sur Jérusalem, quoi. Voilà Shara Rayot. Où est la médaille? Elle va sortir. Je crois que c'est une mezouza, ici, si vous voyez bien. Nous avions le sentiment de faire l'histoire, d'écrire un nouveau chapitre. Voilà le Zahar qui passe ici, ici. Et voilà le bus. Les deux côtés de la route, c'était des tentes des Arabes. Ça, c'est une bazooka. Et voilà la porte des Mougrabim, qu'elle était là-haut. Que je vous ai dit qu'ici, c'est maintenant, c'est Khelka Shel Anashim, le quartier des femmes. Et voilà la largeur du mur. Et là-bas en face, vous voyez la porte. Ça, il y avait, mais maintenant, aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, c'est le temps des Sanhedrin. Les soldats trouvent un petit passage qui mène du mont du Temple au mur des Lamentations. Même de jeunes Israéliens laïcs se voient submergés par la ferveur religieuse. À côté de moi, je vois un membre d'un kibbutz de gauche, qui me demande « Anna, tu fais quelle prière ici ?» Je lui dis « Prie. » « Mais je ne sais pas prier, répondit-il. « Dis Shema Israël. » Et il me répète « Shema Israël, notre Dieu. » Franchement, je crois que je n'ai jamais entendu une prière pareille de ma vie. Voilà la largeur que je vous ai dit. Vous voyez bien d'en haut, vu d'en haut. Ça fait à peine 3 mètres si vous comptez. Mais voilà la photo des très très connus des soldats, les 3. Et regardez-les aujourd'hui. Voilà le repos des guerriers. Le Knesset. C'est pas lui Goren, hein. C'est pas lui le rabbin Goren. Et là, on va monter sur le Har HaTzofim pour faire la finale de la guerre sur Jérusalem. Et de là-bas, comme je vous ai dit, qu'on est monté sur le Golan. Voilà, regardez la photo. Vous voyez bien, avec tous nos pistolets, revolver, on a fait un Magen David sur le mosquée Omar, sur le Harabayt. Et tout cela, malheureusement, ils sont tombés sur Jérusalem. Et voilà la lettre qui nous a écrit Montagour, en remerciant pour qu'on a participé à la guerre. Et ça, c'est la chanson qu'un des soldats de nos troupes, il a changé de parole de Noam Shemer, Yerushalayim shel Zahav, à Yerushalayim shel Barzel, shel Oferet veshel Shchor. Lochomotaïr karati dror.
במחשכייך ירושלים מצאנו לב אוהב, עת באנו להרחיב גבולייך ולמגר אויב. מכל מרגמותיו רבינו, ושחר קם פתאום, הוא רק עלה עוד לא הלבין הוא, וכבר היה אדום. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור. הגדוד רגום פרץ קדימה, דם ועשן כולו, ובאו אמא אחר אמא בקהל השכולו. נושך שפתיו ולא בלי יגע, הוסיף הגדוד ללחום, עד שסוף סוף הוחלף הדגל מעל בית הנכות. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור. נפוצו כל גדודי המלך, צלף נדם צריחו, עכשיו אפשר אל ים המלח בדרך יריחו. עכשיו אפשר אל הר הבית וכותל מערב, הנה הנח בעוד 40 כמעט כולך זהב. ירושלים של זהב ושל עופרת וחלום, לעד בין חומותייך ישכון שלום. ירושלים של זהב ושל עופרת וחלום, לעד בין חומותייך ישכון שלום. La largeur du mur aujourd'hui, comme vous le voyez, et comme je vous ai dit, la voyez là-bas, tout à gauche, c'est les Sanhédrines qu'ils ont creusé pour trouver l'Antiquité. Et si vous savez bien, si vous savez, le côté de l'Hammurabi où il y a le sol, en dessous, il y a encore 16 hauteurs de pierre. Mais ils ont peur de creuser pour ne pas que le mur s'écroule, tombe. Merci à vous tous.